Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et donc pour me présenter rapidement, je suis Béatrice Moulin, j'ai créé Switch Collective il y a 2 ans et demi et je viens vous parler d'un sujet qui pour moi est essentiel, qui est la crise de sens. Crise de sens au travail, nous avec Switch, on est un peu aux premières loges de cette crise de sens parce qu'on a créé donc Switch pour aider tous ceux qui se posent des questions dans leur travail, qui ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font, qui ont envie de se réaligner, de se reconnecter à leur trip et d'inventer le parcours qui leur correspond. Donc ce phénomène, on le voit passer tous les jours et depuis 2 ans et demi, il y a plus de 2000 personnes qui sont passées par notre programme et c'est un phénomène qui ne faiblit pas puisque 50% sont passés dans les 6 derniers mois. Donc très clairement, à toutes les personnes qui pourraient être sceptiques, qui pourraient se dire que c'est un épiphénomène qui concerne simplement la génération Y, aujourd'hui, le chiffre sur le désengagement au travail, la réalité, c'est que 91% des salariés aujourd'hui se disent désengagés. 91%, c'est énorme. Ça veut dire qu'à ce stade-là, ça concerne tout le monde, c'est toutes les générations, tous les métiers, tous les secteurs. Et non seulement ça concerne tout le monde, mais en plus, ça a un coût énorme. D'abord et avant tout pour les collaborateurs, pour les individus. On n'a jamais autant entendu parler de maladies liées au travail. Il y a 36% des Français qui ont déjà fait un burn-out. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des nouvelles épidémies comme le brown-out, le bore-out aussi. Donc il y a de plus en plus de maladies qui sont liées au travail, mais ça a aussi un coût énorme pour les entreprises. Pour les entreprises, aujourd'hui, il est estimé à peu près 60 milliards. 60 milliards, c'est le coût de la démotivation, juste la démotivation, ça ne tient même pas compte des pathologies dont je vous parlais avant. 60 milliards, c'est le coût de la démotivation au travail. Donc à ce niveau-là, et quand on pose la question aux gens de pourquoi, en fait, ils sont démotivés dans leur travail, la première raison qui est invoquée, c'est le manque de sens. C'est pas j'ai pas assez de bonus, j'ai pas eu l'augmentation de salaire que je voulais, ou je m'entends pas bien avec mon manager ou mon boss. Non, la première raison qui est invoquée, c'est le manque de sens. Et c'est pour ça que nous, chez Switch, c'est un peu notre mission, la mission qu'on s'est donnée, de redonner du sens au travail, parce qu'on est intimement convaincus que si tous les collaborateurs étaient à leur place, pouvaient être alignés, se permettre de mettre leur talent au service des projets auxquels ils croient, en fait, ça libérerait un potentiel et une énergie absolument incroyable. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a 3 questions qui sont essentielles à se poser. C'est 1, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le travail n'a plus de sens? 2, comment est-ce qu'on peut redonner du sens à ton travail à titre personnel? Et 3, quand on est une entreprise, est-ce que c'est une difficulté, cette crise de sens, ou est-ce que c'est une opportunité? Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le travail n'a plus de sens? Je ne sais pas si, comme moi, vous lisez tous les articles qui peuvent paraître dans les médias, mais on a vraiment l'impression qu'il y a un sujet, le sens, la crise de sens au travail en ce moment. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a 20 ans, nos parents, nos grands-parents se sont jamais vraiment posé cette question du sens au travail? Et il y a un chercheur américain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Dan Pink, qui a fait des études sur la motivation au travail et qui s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est que contrairement à ce qu'on a cru pendant très longtemps, les sources de la motivation au travail ne sont pas extrinsèques, mais intrinsèques. C'est-à-dire que je suis maître de ma motivation au travail. Ce n'est pas parce qu'on me menace ou ce n'est pas parce qu'on me promet des rewards que je vais être davantage motivé. Les 3 sources de ma motivation, c'est mon purpose, mon autonomie et le mastery. Donc le purpose, c'est le sens que je donne à ce que je fais. L'autonomie, c'est le fait d'avoir la marge de manœuvre, de pouvoir faire les choses à ma façon. Et le mastery, c'est le fait de me sentir bon dans ce que je fais. Et si on regarde, ces 3 drivers, aujourd'hui, ils rentrent complètement en conflit avec les logiques de l'entreprise traditionnelle. Donc très souvent, la logique de sens, de j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble, rentre en conflit, rentre en clash avec des logiques héroïstes à l'intérieur de l'entreprise. Très souvent, la logique, le besoin d'autonomie rentre en clash avec des processus qui sont plutôt contrôlants. Et puis, le besoin, justement, de faire quelque chose à ma façon et de me sentir bon dans ce que je fais, rentre en conflit avec très souvent des fiches de poste qui sont rigides et assez enfermantes. Et donc, très clairement, aujourd'hui, on est dans un modèle de travail qui est à bout de souffle, qui ne nous correspond plus.
Et le paradoxe avec ça, c'est que si le modèle de travail traditionnel ne nous correspond plus, on est de plus en plus nombreux à trouver que la valeur travail est importante dans nos vies. Ça n'a jamais été aussi important, c'est-à-dire qu'avant, on se définissait par d'où on venait, par son origine sociale, par son ancrage local. Aujourd'hui, on se définit essentiellement par son travail. Je suis ce que je fais. Et c'est pour ça qu'il est absolument essentiel. Donc il y a une vraie survalorisation du travail et qui témoigne en fait du fait qu'il n'y a pas un désengagement vis-à-vis du travail en soi, mais plus un désengagement vis-à-vis des façons actuelles de travailler et qui dénote d'une envie de travailler autrement, de nouvelles aspirations en fait qui émergent. On n'a plus envie de subir notre travail, on a envie d'un travail qui nous stimule, qui nous passionne, qui nous nourrisse et qui nous ressemble. Et le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on crée ça? Comment est-ce qu'on crée un travail qui ait du sens et qui nous ressemble? Alors la première chose à savoir sur la question du sens, c'est qu'un travail n'a pas du sens en soi. Là aussi, il y a un chercheur américain qui s'est intéressé à la question du sens au travail, qui a posé la question à des milliers de personnes et qui leur a demandé de jauger le niveau de sens qu'ils attribuaient à leur travail. Ça allait de gens qui étaient balayeurs à des gens qui étaient cadres dirigeants. Et paradoxalement, il y a exactement la même proportion de balayeurs que de cadres dirigeants qui trouvent du sens dans ce qu'ils font. Donc ce n'est pas lié au travail, c'est lié à l'histoire qu'on se raconte de pourquoi est-ce qu'on le fait, de pourquoi est-ce qu'on est à la bonne place et au bon endroit. Donc c'est une affaire qui est éminemment personnelle. Il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez déterminer pourquoi est-ce que le travail que vous faites a du sens ou pas. La deuxième chose à savoir sur la question du sens, c'est que ça évolue. C'est qu'un travail n'a pas du sens pour toujours. Si vous trouvez du sens dans ce que vous faites aujourd'hui, vous avez de la chance, tant mieux. Vous faites partie des 10% qui sont engagés dans ce qu'ils font, mais sachez que ça ne va pas durer. C'est la mauvaise nouvelle. Ça ne va pas durer, c'est normal parce qu'on évolue. Vos envies ne sont pas aujourd'hui les mêmes que celles qu'elles étaient il y a 10 ans. Donc, l'important dans le monde du travail dans lequel on rentre, c'est de savoir se réinventer. C'est de savoir comment est-ce qu'on crée un travail, comment est-ce qu'on sait aller chercher le travail qui a vraiment du sens pour soi. Et ça tombe bien parce que nous, c'est ce qu'on appelle switcher. Designer la work-life qui vous correspond. Et switcher, ça ne veut pas dire tout plaquer du jour au lendemain. Pour nous, switcher, ça veut vraiment dire à chaque instant savoir inventer le parcours qui me correspond vraiment dans un monde en plus qui change en permanence. Parce que ce besoin de se réinventer, il a toujours été là, mais il devient d'autant plus crucial dans l'ère du travail dans laquelle on est rentré aujourd'hui, où les métiers, les compétences deviennent obsolètes de plus en plus rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre, 50% des jobs d'aujourd'hui seront remis en question à un horizon de 10 ans, sous l'effet de l'automatisation, de la digitalisation, de la robotisation. Donc ça veut dire qu'on va tous être amenés à devoir se réinventer à un moment ou à un autre, qu'on reste dans son job ou qu'on en change plus ou moins radicalement. Donc, et le problème par rapport à ça, c'est qu'on n'a absolument pas été câblé pour ça. On a été un peu biberonné à l'idée du CDI à vie. Donc on sait très bien fonctionner avec des carrières linéaires, suivre le chemin et la voie toute tracée. Mais pour nous, instabilité rime avec précarité. On ne sait pas naviguer dans ces phases de transition. On nous a appris en fait à viser le meilleur en soi, mais jamais à savoir ce qu'était le meilleur pour moi personnellement. Or, ça devient l'enjeu essentiel aujourd'hui. Et du coup, dans cette nouvelle ère, il y a 4 nouveaux savoir-faire qui sont un peu clés pour chacun d'entre nous. Le premier, ça va être de savoir s'orienter dans l'incertain. On rentre dans une ère où il y a de plus en plus, où le monde devient de plus en plus changeant, mouvant, et il n'y a plus rien de fiable. Les carrières toutes tracées, c'est fini. Les chemins où finalement j'étais chef de produit marketing, je deviens responsable marketing et demain je serai directeur marketing, ça n'existe plus. Ça ne correspond plus aux aspirations des gens et ça ne correspond plus à une réalité aussi de marché parce que les métiers changent et changent de plus en plus rapidement. La deuxième chose, c'est si tout bouge autour de nous, la seule chose finalement qui reste et qui est immuable, c'est moi. Donc il va falloir repartir de soi, savoir qui on est et ce que l'on veut pour savoir ce vers quoi on veut aller. Sauf que ces questions-là, on n'a jamais appris à se les poser. La troisième chose, c'est à partir du moment où on sait ce vers quoi on veut aller, c'est comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on construit sa légitimité et sa crédibilité pour y aller. Et donc là, l'enjeu essentiel, ça va être de savoir apprendre, d'être en continue formation sur nous-mêmes, en continue progression, et le savoir-faire, c'est apprendre à apprendre constamment.
Et puis, le quatrième savoir-faire qui va être essentiel, ça va être de savoir se décider et passer à l'action. Et ça devient de plus en plus difficile parce qu'on rentre dans des temporalités de plus en plus rapides et donc où on n'a plus le temps d'accumuler toutes les datas, toutes les données pour pouvoir faire des choix. Et il va falloir aussi savoir prendre des décisions sans avoir toutes les clés en main. Donc se fier beaucoup plus à son gut feeling et à ses tripes. Donc pour nous, depuis 2 ans et demi qu'on travaille sur redonner du sens au travail, où on apprend aux gens à switcher avec nos parcours et nos formations, pour nous, il y a 4 éléments essentiels pour justement savoir switcher. C'est comprendre le monde qui change pour savoir s'orienter dans l'incertain, apprendre à se connaître, définir ses critères de réussite pour savoir ce vers quoi on veut aller, apprendre à apprendre pour construire sa légitimité et apprendre à oser, tester, se lancer pour vraiment designer le parcours qui vous correspond vraiment. Donc ça, c'est à l'échelle des individus. C'est des problématiques qui sont éminemment personnelles et singulières. Donc en tant que RH ou à l'intérieur de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut faire pour favoriser ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est une difficulté, cette crise de sens, ou est-ce que c'est une opportunité pour vous en tant que RH ou en tant qu'entreprise? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des RH qui viennent nous voir, c'est plutôt sous le signe d'une difficulté. Parce que le grand mot, c'est la rétention, parce qu'en toile de fond, il y a une fuite de plus en plus importante des talents. Une fuite, voire une hémorragie plus ou moins importante. Clairement, les modèles aspirationnels, aujourd'hui, ils se trouvent à l'extérieur de l'entreprise. Si dans les années 80, on rêvait tous d'être manager, c'était la figure aspirationnelle à ce moment-là, aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Aujourd'hui, les modèles aspirationnels, c'est de travailler à son compte. Les nouvelles figures qui sont aspirationnelles, c'est évidemment la figure de l'entrepreneur, c'est la figure du freelance. Il y a plus de 600 indépendants chaque jour en France. C'est la figure du slasher, du multi-actif qui cumule, qui jongle plusieurs activités en même temps, qui a été multiplié par 2 en 10 ans. Il y a une étude aujourd'hui qui est parue, je ne sais pas si vous l'avez vue, sur les néo-artisans aussi. Tous ces Bac+5 qui retournent à l'artisanat pour retrouver fondamentalement du sens, mettre les mains dans le cambouis et faire quelque chose dans lequel ils se retrouvent. Bref, toutes ces figures aspirationnelles, très clairement, elles ne sont pas à l'intérieur des grands groupes. Donc comment est-ce que vous pouvez en faire une opportunité pour réengager vos talents? Alors, pour être aux premières loges de la réinvention et accompagner les gens depuis 2 ans et demi sur le sujet, ce qui est certain, c'est que se réinventer, ce n'est pas un sujet facile. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vécu dans la salle, ont changé de job ou ont dû se réinventer à l'intérieur de leur job. Je pense que vous savez à quel point c'est un sujet qui est anxiogène, qui peut être stressant et qui peut être déstabilisant. C'est quelque chose que, 1, on ne sait pas faire, et 2, on sait très bien ce qu'on quitte, on sait très bien, même si on ne s'y trouve pas forcément, on ne s'y reconnaît plus forcément, on sait ce qu'on quitte, un certain confort souvent, en tout cas un terrain connu, mais on ne sait absolument pas ce vers quoi on va. Donc on a un peu l'impression de devoir sauter dans le vide et s'enfiler. Donc là-dessus, vous avez une vraie opportunité en tant qu'entreprise et en tant que RH à créer les conditions optimales à l'intérieur de votre terrain de jeu. Et pour ça, en fait, il y a 3 points qui me semblent clés. C'est 1, de savoir ouvrir le terrain de jeu. Donc c'est comment est-ce que vous montrez que c'est possible à vos collaborateurs, à l'intérieur de votre groupe, à l'intérieur de votre entreprise. 2, c'est comment est-ce que vous donnez les moyens à l'échelle personnelle. On a vu que c'était des questions éminemment personnelles, mais comment est-ce que vous créez là aussi les conditions favorables pour que les gens puissent se poser les bonnes questions sur eux-mêmes. Et 3, c'est comment est-ce que vous accompagnez cette transition. Donc ouvrir le terrain de jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire favoriser l'intrapreneuriat, ça veut dire favoriser la mobilité. Mais alors pas la mobilité où on impose à quelqu'un, voilà, il y a une opportunité de mobilité à Roubaix en comptabilité. Non, c'est comment est-ce qu'on favorise des opportunités de mobilité voulues en repartant des envies profondes des salariés. Comment est-ce qu'on leur donne aussi la possibilité de pouvoir se lâcher en interne entre plusieurs activités, entre plusieurs projets? Comment est-ce qu'on leur donne la possibilité de se lâcher entre l'interne et l'externe avec des temps partiels, avec la possibilité de travailler de plus en plus depuis chez eux? Et plus vous allez multiplier les exemples de personnes qui font ça chez vous, plus vos collaborateurs vont avoir dans l'idée « Tiens, en fait, je peux me réinventer à l'intérieur de l'entreprise. Et si je tentais l'aventure ?» La deuxième chose, c'est de donner les moyens. Donner les moyens à vos collaborateurs de réfléchir sur eux-mêmes, de savoir
mieux se connaître, de savoir ce qui les fait vibrer, de savoir quelles sont leurs envies là, maintenant, tout de suite, leur permettre de pouvoir s'explorer, de pouvoir partir pour pouvoir mieux revenir, de pouvoir aller travailler en start-up, en association, pour s'imprégner de toutes ces nouvelles façons de travailler, pour ensuite les injecter à l'intérieur de l'entreprise. Et puis le troisième point, c'est aussi de savoir les accompagner. Une fois qu'ils reviennent, une fois qu'ils savent ce vers quoi ils veulent aller, comment est-ce que vous les aidez à construire progressivement ce next step dans l'entreprise? Comment est-ce que vous leur proposez une transition progressive, une prise de poste progressive? Comment est-ce que vous leur offrez des opportunités de formation sur ces sujets-là qui sont prises en charge par l'entreprise? Comment est-ce que vous leur donnez du feedback sur leur nouveau métier? Et comment est-ce que vous leur offrez en fait une certaine forme de stabilité dans cette instabilité? Pour moi, il y a 4 grands atouts à jouer. Vous avez dans cette partie, quand vous êtes un RH ou quand vous êtes une entreprise, c'est que vous avez en fait 4 choses qui sont essentielles et dont les salariés sont fondamentalement en demande. La première, c'est que vous pouvez offrir une certaine forme de stabilité dans l'instabilité, une certaine forme de sécurité financière aussi dans ces périodes qui sont très anxiogènes, aussi des opportunités internes de se réinventer dans un cadre et dans un contexte qu'on connaît, avec des collaborateurs, avec des collègues qu'on connaît. Donc c'est toujours plus facile de ne pas tout changer en même temps. Et puis vous pouvez offrir un accompagnement. Donc pour moi, vous avez aujourd'hui un vrai boulevard à ouvrir sur ce sujet-là, qui va vous permettre à vous, en tant qu'entreprise, en tant que RH, de permettre de réaligner vos collaborateurs, de les remotiver, de les réengager sur le long terme, aussi de les rendre plus efficaces, plus productifs parce qu'ils seront au bon endroit, au bon moment et qu'ils seront hyper motivés, et de les fidéliser là aussi sur le long terme. Donc si le sujet vous intéresse, si cette crise du travail vous intéresse, que vous êtes convaincu que c'est un des sujets clés pour réinventer le travail à l'intérieur de votre entreprise, à l'intérieur des entreprises en général, n'hésitez pas. Chez Switch, on sera ravis d'en discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci Béatrice.